mesdames, messieurs les élus, mesdames et messieurs qui nous suivent en direct sur le Facebook de la ville et ici présents, je vous souhaite la bienvenue à ce conseil municipal. Comme tout le monde l'a remarqué, le soleil s'est bien installé sur notre commune et l'été s'annonce festif. Je ne peux commencer ce conseil municipal sans adresser une nouvelle fois toutes mes félicitations à monsieur le député, cher Pierre-Henri, qui enchaîne son deuxième mandat. Pour rappel, il a été réélu avec pratiquement 56% de voix dans la circonscription et 68% à Marc. Bravo! Après les succès des deux derniers concerts que nous avons organisés, le Grand Live de Contact FM et le Tribute de Queen, place maintenant aux séances de cinéma de plein air. Une toile géante sera installée sur la place de l'Europe afin de vous faire découvrir les films X-Men et Aladdin en juillet, puis Cruella et l'Ascension en août. N'oubliez pas de venir, bien entendu, avec vos sièges et vos plaids, car cette année, ça se passe sur la place de l'Europe. Le 13 juillet, nous nous retrouverons dès 21h au bal des pompiers. Et dès la tombée de la nuit, un grand feu d'artifice sera tiré au stade sur les plus grands airs de musique classique. Le lendemain, je vous convie toutes et tous à participer avec nous à la cérémonie du 14 juillet devant le monument mort à 11h et de partager un barbecue à la ferme des Aigrettes dans une ambiance de gaguette avec des jeux et des animations pour les enfants. Bien entendu, sur le principe de l'auberge espagnole, chacun ramène son repas et vous pouvez utiliser le barbecue pour faire griller vos saucisses ou vos merguez. On a la cloche là. Depuis le 1er juillet, toujours sur la place de l'Europe, a ouvert un nouveau service dans l'ancien office notarial, une maison France Service. Chaque maison France Service donne accès aux 9 partenaires nationaux. Ministère de l'Intérieur et de la Justice, Direction Générale des Finances Publiques, Pôle Emploi, l'Assurance Retraite, Caisse Nationale d'Assurance Maladie, Caisse Nationale des Allocations Familiales, Mutualité Sociale Agricole, la Poste, soit avec des permanences régulières, soit par visioconférence. C'est une réponse adaptée aux besoins de l'usager qui peut ainsi bénéficier de l'ensemble des services rassemblés en un seul endroit. N'hésitez pas à venir rencontrer nos deux agents qui viennent tout juste d'être formés. Elles sont vraiment là pour vous accompagner dans vos démarches administratives et on sait bien que parfois c'est très difficile de pouvoir avoir toutes les informations. Là, n'hésitez pas à les rencontrer. Elles sont prêtes à vous recevoir. Alors, ce sera ouvert le lundi de 14h à 19h, mardi et mercredi matin de 8h30 à 12h30, le jeudi de 14h à 18h, le vendredi de 8h30 à midi et de 13h30 à 17h. Ensuite, avec mon équipe municipale, nous avons à cœur de préserver notre environnement et d'inculquer des gestes simples, faciles, des gestes simples à faire au quotidien. Que ce soit dans les bâtiments municipaux ou ici en notre séance du conseil municipal. Afin de ne plus utiliser de bouteilles d'eau en plastique, nous avons donc décidé de mettre à disposition des carafes et des verres près des fontaines d'eau filtrée qui ont été récemment installées sur différents sites de la commune. Et j'ai souhaité également offrir une gourde isotherme aux agents pour qu'ils puissent en profiter pleinement. C'était une idée de Madame Mouchy au départ, n'est-ce pas? Bien que l'heure des vacances ait sonné pour certains d'entre nous, sachez qu'avec mon équipe municipale, nous travaillons toujours à votre service. Ainsi, la maîtrise d'œuvre pour les travaux de la rue des Sapins va être présentée lors de la réunion publique de demain au foyer d'Âge d'Or. Les habitants de cette rue, ainsi que ceux des rues de Marronnier, des Acacias, des Saules, pourront venir découvrir l'aménagement de leur quartier ainsi que le planning des travaux. Une autre réunion s'est déroulée en mairie cette fois-ci avec le bureau d'études Antidote et B2R lundi dernier. Ce groupement travaille sur le projet d'un nouveau skatepark afin de lancer l'appel d'offres dans les meilleurs délais. Notre police municipale intègre
célébrera prochainement les anciens locaux du CCAS et pour ce faire, certains travaux ont été nécessaires pour accueillir les agents et la population. Il consiste à la création d'une cloison et d'une banque d'accueil, sans parler bien évidemment des locaux sanitaires qui ont été refaits à neuf, ainsi que les bureaux. Un nouveau centre de supervision urbain sera créé, ce qui permettra aux agents de travailler dans de meilleures conditions. Il est à noter que tous ces travaux, plomberie, électricité, carrelage, plâtrerie, peinture et réalisation du mobilier, ont été effectués par nos agents des services techniques. Les agents de la police municipale devraient pouvoir prendre possession de leurs nouveaux locaux dans le courant du mois de septembre et une fois par semaine, ils seront accompagnés de 2 agents de police nationale afin de pouvoir répondre à toute demande au plus proche de votre domicile. Cette année, bien entendu, des travaux dans nos écoles pendant les vacances. Des classes seront remises en peinture, des travaux de réparation de sol seront réalisés, ainsi qu'une vérification générale de l'électricité pour les PC et les éclairages, et plomberie, afin que la rentrée scolaire se déroule dans de meilleures conditions possibles. Concernant toujours les écoles, nous avons fait le choix d'uniformiser les tarifs de cantine pour les maternelles et élémentaires dès la rentrée de septembre. Le tarif sera désormais de 3 €. Cela permettra également de pallier aux hausses des coûts des denrées que nous subissons. Alors ça peut être les denrées, mais aussi les charges de personnel qui vont augmenter, enfin l'ensemble de charges, même pour l'énergie. Je voudrais vous annoncer également que les panneaux lumineux d'information municipale seront changés pendant l'été. Des nouveaux seront installés. Alors, ils seront moins énergivores, plus respectueux de l'environnement. On imitera des affiches, ce qui est actuellement celui davantage du texte, donc une communication plus visuelle. Ils seront aux emplacements actuels. Alors, vous connaissez la mairie, le moulin et puis au milieu d'après-vert à l'entrée dans la commune. Il y en aura un au Fort Vert, on n'a pas oublié les hameaux, et il y en aura également au M. Alors au Fort Vert, ce sera juste devant le stade, et au M devant la salle des Islandais. Et on en ajoute un autre au Dryade devant la salle, de façon à ce que tout le monde puisse avoir l'information au mieux. Donc il y en aura 6 au total. Très bonne nouvelle. Suite aux sollicitations de plusieurs associations de défense du patrimoine du Calaisis, mais également avec la ville de Marcq, nous venons d'apprendre aujourd'hui que la Commission régionale du patrimoine et de l'architecture a émis un avis favorable pour l'inscription en totalité au titre des monuments historiques, notre phare de Wade, situé sur notre commune. Est-ce que Jean-Michel, tu veux en parler? On vient juste d'avoir l'information aujourd'hui, mais c'est une très bonne nouvelle pour nous. Oui, très rapidement, Madame le maire a une très belle victoire pour les habitants de Marcq, puisque c'est un dossier qui existe depuis des années, je dirais même des dizaines d'années, et on prouve une nouvelle fois que quand les habitants, la ville qui a pesé de tout son poids, la région, le conseil du littoral, tous ensemble, on a poussé ce dossier, et on a appris, comme vous venez de le dire, il y a quelques heures, que ce monument allait être classé. C'est une très bonne nouvelle pour la commune. Merci Jean-Michel, je sais que tu suis avec beaucoup d'attention ce dossier. Et puis ma petite dernière information, je tiens à féliciter Héloïse Louvet, qui est la fille de M. Louvet. Elle vient de recevoir le trophée de l'apprentissage lors de la cérémonie à la Chambre des métiers et de l'artisanat de Calais. Je la félicite. Voilà, je pense que nous avons terminé avec les informations générales. Nous allons pouvoir passer à l'ordre du jour et je vous propose de désigner Madame Léa Hugo, secrétaire de séance. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? C'est bien à toi, Léa. Merci Madame la maire. Merci de répondre présent à l'appel de votre nom. Madame Corinne Noël. Présente. Monsieur Lefebvre Raymond. Présent. Madame Dumont-de-Seigne Véronique. Présente. Monsieur Martin Fabrice. Présent. Madame Loucher Laurence. Présente. Monsieur Takoum Jean-Michel. Présent. Madame Lilian Sophie. Présente. Monsieur William Quentin. Présent. Madame Mercier Sabrina. Présente. Monsieur Cléde Robert. Présent. Monsieur Langlin Daniel. Présent. Monsieur Louvet Dimitri. Présent. Madame Carbonnier Thérèse. Présente.
Madame Fiolet-Élodie. Présent. Monsieur Masson-Tony. Présent. Monsieur Dumont-Pierre-Orion. Présent. Madame Labélie-Marine. Présent. Madame Branly-Sandrine, excusez et donne pouvoir à Madame Dumont. Madame Magny-Laurier, excusez et donne pouvoir à Monsieur Leclerc. Madame Gessler-Marise. Présent. Monsieur Jocelyn-Claude, excusez et donne pouvoir à Monsieur Tacoué. Madame Van Mal-Joly, excusez et donne pouvoir à Madame Boucher. Monsieur Brancard-Christopher. Présent. Madame de Sorani, excusez et donne pouvoir à Madame Lilien. Monsieur Fuselier-Patrick. Présent. Madame Vautier-Monique, excusez et donne pouvoir à Monsieur Martin. Monsieur Vasselin-Jean-Guy. Présent. Madame Hugoléa, présente. Monsieur Buté-Philippe. Présent. Monsieur Bouchel-William. Présent. Monsieur Ledé Jean-Paul. Présent. Madame Bouchel-Céline, excusez, donne pouvoir à Monsieur Bouchel. Et Monsieur Perron, excusez, simplement. Le moment étant atteint, cette séance peut débuter. Merci Léa. Bien, nous commençons notre ordre du jour avec l'approbation du procès verbal du 23 mai 2022. Y a-t-il des remarques quant à ce procès verbal? Aucune. Nous pouvons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. 1.2. Par courrier en date du 1er juin 2022, Monsieur le Président de la Chambre régionale des comptes des Hauts-de-France a notifié à la ville le rapport d'observation définitive consacré tout particulièrement aux enquêtes nationales portant sur l'intercommunalité et le télétravail relatif à la gestion de la communauté d'agglomération Grand Calais-Terre-et-Mer concernant les exercices 2016 et suivants en application des dispositions de l'article L243-8 du Code des juridictions financières. Ce rapport a été adressé par la Chambre régionale des comptes à la présidente de la communauté d'agglomération Grand Calais-Terre-et-Mer qui l'a présenté à l'organe délibérant. Dès lors, la Chambre est amenée à l'adresser au maire de toutes les communes membres de cet organisme. En application des dispositions de l'article L243-5 du Code des juridictions financières, ce rapport doit être porté à la connaissance de l'Assemblée délibérante. Il vous a été joint à votre convocation. À ce titre, il doit faire l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de la plus proche réunion de l'Assemblée délibérante et il doit donner lieu à un débat. Je vais donc maintenant procéder à la lecture de la synthèse de ce rapport. La communauté d'agglomération Grand Calais-Terre-et-Mer, qui représente 14 communes pour 104 367 habitants, dispose d'un budget consolidé de 102 millions et compte 400 agents. Elle est issue de la fusion au 1er décembre 2019 de la communauté d'agglomération du Calaisis et de l'ex-communauté de communes du sud-ouest du Calaisis. La redéfinition du périmètre de l'intercommunalité suite à la loi de 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République a été chaotique. Après l'annulation de l'arrêté préfectoral du 23 septembre 2016, la communauté d'agglomération a connu une instabilité de son périmètre, lequel a finalement été stabilisé en 2019. Il concorde désormais largement avec le bassin de vie de Calais. Malgré ces extensions successives, le poids de la ville-centre reste prépondérant sur le plan démographique et financier. Au cours de la période 2017 à 2019, la gouvernance de l'intercommunalité a su s'adapter et intégrer les nouvelles communes membres. Dès 2017, la communauté d'agglomération a élaboré un projet de territoire et a assumé ses compétences, élargies au gré des transferts successifs, dans une logique de différenciation territoriale. Les modalités d'exercice de certaines compétences facultatives devraient toutefois être clarifiées. La démarche active de mutualisation impulsée en 2016 entre la communauté d'agglomération et sa ville-centre, notamment en matière de ressources humaines, elle s'est poursuivie. Très compromise en 2016, la situation financière s'est ensuite nettement améliorée. L'établissement parvenant, principalement grâce au dynamisme de ses recettes, à accroître son épargne et à réduire son endettement tout en augmentant son niveau d'investissement. En 2020, l'impact financier de la crise sanitaire
se conjuguant à des dépenses plus structurelles, interrompt ce redressement. Sur la base des chiffres provisoires, l'exercice 2021 verrait le retour à une situation plus favorable. Au vu de la prospective financière à horizon 2024, réalisée avant les évolutions actuelles du contexte économique, le programme d'investissement pourrait être soutenable sous réserve d'une forte maîtrise des dépenses de fonctionnement. Afin de contenir son niveau d'endettement, l'établissement devra, pour retrouver des marges de manœuvre, s'attacher à restaurer sa capacité d'autofinancement. Malgré un renforcement de l'intégration intercommunale, de fortes disparités de richesse persistent entre communes membres. Ceci appelle une redéfinition des règles de solidarité financière. À cette fin, la communauté d'agglomération est tenue d'adopter un pacte financier et fiscal. C'est ce que l'on vient juste d'adopter lors du conseil communautaire qui avait lieu juste avant le nôtre. La crise sanitaire a conduit l'établissement à mettre en place le télétravail pour assurer la continuité de ses missions. Suite à une démarche d'expérimentation au cours du second semestre 2021, dont la Chambre constate l'intérêt, un dispositif pérenne pourrait être instauré en 2022. Ses contours restent toutefois à définir. Enfin, au vu du contrôle d'un échantillon de marché, la Chambre a constaté une application satisfaisante des règles de la commande publique. Je vous propose de prendre acte de la tenue du débat concernant le rapport d'observation définitive consacré tout particulièrement aux enquêtes nationales portant sur l'intercommunalité et le télétravail, relatif à la gestion de la communauté d'agglomération Grand Qualité éphémère concernant les exercices 2016 et suivants. Si vous avez suivi le conseil communautaire, il a été présenté lors du dernier conseil. Avez-vous des remarques? Aucune, Monsieur Bouchet? Dans ce rapport d'observation définitive relatif au contrôle des comptes de gestion de la communauté d'agglomération de Grand Qualité éphémère pour l'exercice 2016 et suivants, deux recommandations m'ont particulièrement interpellé. La première, c'est amortir les immobilisations du budget annexe assainissement. Je suis étonné, en tant que comptable, de constater une insuffisance d'amortissement annuel estimée au 31 décembre 2020 à 4,1 millions d'euros pour le budget annexe assainissement. S'agissant d'un service public industriel et commercial, ce budget doit être équilibré par les ressources liées à l'exploitation de son activité. Une insuffisance d'amortissement a pour effet de diminuer les charges réelles et donc de fausser le résultat en le surévaluant. L'établissement ne se met pas ainsi en mesure d'assurer le renouvellement de ses immobilisations. Et conséquence importante, la régularisation de la situation remettra en cause l'équilibre budgétaire de la section d'exploitation et nécessitera peut-être, éventuellement, la hausse d'une redevance. Ça, c'était mon premier point. Et le deuxième point, c'est adopter un pacte financier et fiscal en redéfinissant des règles de solidarité financière entre toutes les communes qui composent l'intercommunalité. Donc la Chambre a invité la communauté d'agglomération à prendre en considération ce pacte et voir aussi les disparités financières existantes entre les communes. Ce pacte a été voté et adopté cet après-midi, on était présents. J'ai pu relever que le potentiel fiscal médian de 14 communes qui composent l'intercommunalité est de 819 € par habitant. Des disparités de richesse entre les communes sont constatées. Ainsi, la commune de Coquelles dispose d'un potentiel fiscal 4 fois plus élevé que celle de Pian-les-Guines. 2454 € par habitant pour Coquelles, contre 520 € par habitant pour Pian-les-Guines. Alors, cet après-midi, nous avons donc voté et adopté ce pacte fiscal. J'aurais quelques questions à vous poser, si vous avez des réponses. Concernant une question, la dotation de solidarité communautaire a été calculée et comment va être répartie entre les communes? Qu'est-ce qu'on entend par critères légaux? Et bien sûr, quelles seront les conséquences financières pour Marc de ce projet fiscal?
Est-ce que c'est mieux ou moins bien par rapport à ce qu'on avait avant? Alors, d'abord, je pensais que vous alliez poser vos questions au conseil communautaire, mais c'est pas grave. Par rapport à l'assainissement, je ne pourrais vous répondre. Hein. Je n'ai pas forcément les dossiers en main et je n'ai pas accès aux services pour l'instant, donc je ne vais pas vous répondre. Par rapport au pacte financier, alors nous avions une réunion entre maires la semaine dernière de façon à pouvoir nous présenter ce pacte et voir un petit peu l'impact que ça aurait pour la commune de Marcq. Il s'agit donc aujourd'hui d'avoir plus 56 000 € pour la commune de Marcq. Combien? 56 000 à peu près. On parlait d'une enveloppe de 3 800 000 en 2023, on n'aurait que 50 000 € pour Marcq. En fait, tout est repris. En plus. Ah oui. En plus, hein, on est d'accord, hein, on n'a Ah, pas plus, ouais, en plus. Oui, par rapport à ce qui existe actuellement. Hein. D'accord. J'ai calculé pour moi dans ma 50 000 €, d'accord. 56. 56 000. D'accord. Donc le pacte financier était une demande de la Cour régionale des comptes. Il a donc été adopté aujourd'hui. Je pense que les maires sont tous satisfaits de savoir qu'ils ont une enveloppe supplémentaire. Donc on ne peut que s'en satisfaire. Sachant que c'est révisable chaque année Tout en à fait. fonction des... Il y a eu une discussion points entre financiers, maires etc. et on est tous bien d'accord qu'il est possible de réviser si le besoin s'en fait l'année prochaine. D'accord. Bon, C'est bon pour vous? Oui. Parfait. Manu, vous voulez ajouter quelque chose par rapport à ce ici? Ça ne marche pas. Coupez la chic. C'est Monsieur Bouchel qui vous. Ah, pardon. Monsieur Bouchel, il faut fermer d'abord. Oui, Monsieur Bouchel, puisque vous avez posé une question sur l'assainissement et que je suis VP en charge de l'assainissement, je me dois d'essayer de vous apporter une réponse. Donc, je suis VP en charge de l'assainissement, mais on regarde les choses au niveau d'un point beaucoup plus technique, si je puis dire, puisque vous avez vu que les finances de l'agglo sont, pour les parties produits, à la charge d'un VP qui est aux finances, et pour les parties dépenses, ça dépend d'un autre VP. Hein. C'est différent. Voilà, donc ça c'est le fonctionnement de l'agglomération. Sur les remarques concernant les amortissements, bien évidemment que les services vont en prendre acte et puis sont sur une voie de prise en compte. C'est ça aussi l'intérêt finalement de l'intervention de la Cour des comptes, puisque ça permet de se perfectionner et puis d'améliorer son mode de gestion. Et ensuite, là c'est beaucoup plus une réponse sur la forme. Les débats que l'on a ici auraient gagné à être posés en conseil communautaire, puisque le rapport de la Cour des comptes concerne bien le Grand Calais, Terres et Mers, et que c'est simplement pour répondre au texte qu'on vous donne aujourd'hui une communication dont il suffit simplement de prendre acte. Merci Mme Dumont. S'il y a vraiment des réponses à vous apporter, on peut questionner la Grand Calais si vous le souhaitez. Non, tout ce que je souhaiterais, c'est... Tout le monde est moins Un partout. Ce que je souhaiterais, c'est qu'à avoir tous la dotation de solidarité communautaire, là, avec tous les enveloppes possibles. Vous avez vu que dans le dossier, Moi, de quand c'était bien expliqué. on connaît bien la topologie totale de ça. Hein. Ce sont une réaction par rapport au budget après par la Parce suite. qu'il y avait une annexe avec Ouais, vraiment je tous l'ai les vu. tableaux, vous l'avez vu? Moi, je l'ai vu. Mais vous voulez d'autres renseignements? Oh, d'accord, mais si c'est possible, vous avez ça au niveau de finances. Écoutez, moi je pense qu'il faut prendre contact avec l'agglomération de façon à pouvoir vous apporter d'autres renseignements plutôt que de passer par moi, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, d'accord, Je pense que ce serait peut-être mieux de passer directement avec l'agglo. D'accord. D'accord? J'en parlerai à Madame la Présidente. Pas de souci, monsieur Guillaume. Il n'y a pas de souci. Je pense que M. Boucher est assez grand pour aller. Moi, je suis assez grand, monsieur. Moi, j'ai vacciné, je sais que c'est possible. Alors, nous passons donc au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Alors, nous passons maintenant au rapport d'observation définitive de la Chambre régionale des comptes, mais pour cette fois-ci la commune de Marcq. Par courrier en date du 10 juin 2022, Monsieur le Président de la Chambre régionale des comptes de Hauts-de-France a notifié à la ville le rapport d'observation définitive sur la gestion de la commune pour les exercices 2016 et suivants qui était joint à votre convocation.
Il doit donc faire l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de la plus proche réunion de l'Assemblée délibérante, c'est ce qui est le cas aujourd'hui, et de donner lieu à un débat. Je vous fais la lecture de cette synthèse. Membre de la communauté d'agglomération Grand Calvaire-Zémer, Marc Ancalesi compte 10 649 habitants et dispose d'un budget global de 15,1 millions en 2021. Le contrôle de la Chambre a mis en évidence une situation globalement maîtrisée du pilotage de l'administration communale. Toutefois, le suivi des indemnités des élus et des cumuls d'activités ainsi que le contenu du règlement intérieur doivent être améliorés. La situation financière de la collectivité est globalement satisfaisante, les équilibres fondamentaux préservés. Néanmoins, l'autofinancement s'est replié à la suite d'une augmentation des dépenses intervenue en 2017, accentuée par le transfert à l'intercommunalité de la compétence ordures ménagères cette même année, induisant fortement une perte de ressources. Les mesures de maîtrise accrue des dépenses prises par la suite n'ont pas permis de reconstituer totalement les marges de manœuvre. Le financement des investissements devra donc à l'avenir être optimisé de manière à préserver les équilibres financiers. En effet, une part plus importante du financement est désormais conditionnée par l'obtention de subventions publiques sur les projets d'investissement. La crise sanitaire n'a pas eu à ce stade d'impact significativement négatif sur les finances municipales. Au contraire, les principaux ratios de gestion se sont améliorés, bien qu'un rebond des dépenses de fonctionnement soit envisageable pour les prochains exercices. Sans méconnaître l'atout que constitue sa capacité de désendettement actuelle, la Chambre invite la collectivité, dans un contexte d'incertitude pesant sur les recettes et les charges de fonctionnement, à poursuivre et à renforcer sa trajectoire de maîtrise de ses dépenses de gestion. La commune mène une politique active de soutien aux associations et a encadré ses procédures de subventionnement comme la Chambre y avait invité lors de son précédent contrôle. Une valorisation des avantages en nature permettrait une estimation plus complète des contributions de la collectivité. Enfin, et bien qu'une refacturation de l'affectation du personnel municipal auprès du Centre communal d'action sociale soit opérée, la convention de mise à disposition et les arrêtés afférents gagneraient à faire mention des modalités de refacturation et de la répartition des quotités de travail des agents concernés. Je vous propose aujourd'hui de prendre acte de la tenue de ce débat concernant le rapport d'observation définitive sur la gestion de la commune de Marc-en-Calaisis pour les exercices 2016 et suivants. Après la séance de ce conseil municipal, ce document pourra être rendu public dans les conditions fixées par le Code des relations entre le public et l'administration. Avez-vous des remarques? Pas de remarques. Monsieur Bouchet? Vous ne parlez pas, Madame le maire, de deux recommandations qui figurent dans ce rapport d'observation pour la gestion de la commune de Narc. C'est l'organisation des services, page 11. C'est mon collaborateur de cabinet, vous savez que j'aime bien ce collaborateur de cabinet, qui a assuré la gestion fonctionnelle de services communication, protocole et relations publiques. Or, en vertu du décret 87 du 16 décembre 87, la qualité de collaborateur de cabinet est incompatible avec son intégration à la hiérarchie de l'administration communale. Vous avez reconnu, Madame le maire, ainsi que l'agent concerné, l'existence de ce lien fonctionnel en soulignant son caractère temporaire. Il a fallu attendre le 21 février 2022 qu'un directeur de communication soit recruté pour que ce lien fonctionnel du cabinet du maire soit supprimé en conséquence. Alors vous avez tout à fait raison, vous ne savez pas que normalement un collaborateur de cabinet n'avait pas le droit d'avoir une fonction sur l'ensemble du groupe de la communication. C'est ce qu'on a fait en fait, puisque l'intérêt c'est quand même de pouvoir nous améliorer. Donc quand on a pris connaissance de cette règle, de ce fait, on a recruté un directeur au niveau de la communication et tout est réglé. Voilà. C'est bon pour vous? Oui. Alors la deuxième, allez-y. c'est pour chatouiller un petit peu notre député. Ah, Ça m'aurait étonné du contraire. Ben, j'ai des billes, je vais quand même les utiliser, Madame le maire. Allez-y. Alors ça, c'est la page 12. Ils disent une gouvernance
prêtant à confusion quant à la volonté de respecter la loi sur le cumul des mandats. Alors je reprends cette page 12 et 13. Il faut savoir qu'un député, que ce soit un député ou un sénateur, donc un parlementaire, n'a pas le droit donc au cumul du mandat pour être maire. D'accord. C'est la loi, c'est la loi. Formellement. Donc, la Chambre a dit que M. Dumont participait souvent donc, au conseil municipal, il participait au bulletin municipal déjà par publication et intervient souvent pour évoquer les montants de subventions et aux associations. Et aussi, dans les procès-verbaux des séances du conseil municipal, il est fait état d'intervention répétée de M. Dumont, notamment pour présenter les projets d'investissement, les propositions de cession ou d'acquisition de terrain, la fixation des taux communaux, les demandes de subventions ou encore répondre aux questions des élus sur la conduite de la politique municipale. C'est vrai que la ville de Marcq, donc, c'est reconnu comme quoi il y a une bicéphalie de son exécutif, donc elle organise et revendique cette bicéphalie, que Madame le maire a toujours affiché son intention de travailler en binôme avec M. Pierre-Henri Dumont. Donc voilà, ça ne pose pas de problème. Mais par contre, c'est indiqué ici quand même que la Chambre, dans son rôle d'apprécier l'efficience et la régularité de la gestion d'une collectivité, constate toutefois que cette organisation de la gouvernance entretient une confusion quant à la volonté effective de respecter la législation et en ce sens n'apparaît pas constituer une bonne pratique. C'est ce que j'ai relevé, n'apparaît pas constituer une bonne pratique. Pour terminer, je voudrais quand même terminer sur une note humoristique, puisque ces vacances approchent. Alors, je vais remettre ici. On va laisser la blague de côté. Oui, non. Vous allez la retrouver. Pour terminer donc, mon propos, je comprends qu'un élu d'opposition à Marcq, M. Bouchen, ne peut remporter l'élection municipale face à un tandem, pour reprendre l'expression du Tour de France, comme les Marcos l'ont pu constater encore sur vos affiches électorales. Vous étiez à 2 contre un seul candidat, donc c'est bien sûr c'est difficile de jouer contre 2 personnes, et où je suis seul, bien sûr. Même si j'avais une bonne équipe autour de moi. Voilà. Bien, Monsieur Boucher, vous avez bien remarqué dans ce dossier qu'il n'y a rien d'illégal. On est bien d'accord qu'autrefois, un député avait le droit d'être maire en même temps. Bon, à un moment donné, il n'a plus le droit. Donc, dans son rapport, il est bien notifié que ça lui semble peut-être un petit peu difficile à comprendre, mais que rien n'est illégal. J'assume parfaitement le fait que nous formons un binôme. Comme vous l'avez dit, les Marquois sont bien au courant. Tout avait été très clair lorsqu'on s'est présenté en 2020. Et je pense que les 74% que nous avons eus, c'est grâce à notre binôme et à l'ensemble de toute cette équipe. Chacun a sa place. Monsieur le député n'a aucune indemnité en tant qu'adjoint ni conseiller délégué. Il est conseiller municipal, donc là, il n'y a aucun souci. Il a le droit. Donc, je pense que jusqu'ici, personne ne m'a fait signer quoi que ce soit si je n'étais pas d'accord. Donc, on est bien... je ne suis aucunement contrainte. Nous formons une équipe où chacun a la parole. Lui, il nous apporte son expertise puisqu'il est député et je pense qu'il a quand même connaissance des relations qui nous sont importantes. Donc, je ne remets pas du tout en cause notre binôme. Je pense qu'au contraire, cela fonctionne parfaitement. Je suppose que M. Dumont va rajouter un petit quelque chose. Il faut qu'il me réponde, monsieur le député. Alors, merci, madame le maire. Vous êtes un coquin, monsieur. Parce que vous dites pas tout. Donc je me permets simplement de relire un paragraphe. Vous avez probablement dû éviter, voilà, avec quand même de transmettre à l'assistance et puis à ceux qui nous regardent à la presse derrière. Parce que quand le rapporteur de la Cour des comptes nous avait transmis son pré-rapport, j'avais quand même fait aimablement remarquer qu'il y avait quelque chose qui était supérieur. L'article 112 de la Constitution. Qui était supérieur à l'appréciation d'un juge, quelles que soient ses études et ses compétences, par rapport à la gestion d'une collectivité territoriale, c'est la Constitution. Et l'article 72, alinéa 2 de cette petite Constitution, dispose, je cite, que les communes sont libres de s'administrer comme elles le veulent. Ça, c'est le premier point. Et donc, je lui ai répondu ça, sur quoi il a pris note, et je me permets donc de lire la suite du rapport.
puisque le rapporteur, suite à ma remarque, explique, je cite, « De fait, les collectivités territoriales s'administrent librement dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Au cas d'espèce, c'est-à-dire ici pour la commune de Marcq, la Chambre confirme que les obligations afférentes aux dispositions de la loi organique précitée, c'est-à-dire la loi organique qui vise à interdire le cumul des mandats, sont respectées et qu'aucune irrégularité n'est constatée. » Voilà. Donc il n'y a absolument rien d'illégal, c'est un choix, c'est une décision de libre administration des collectivités territoriales, c'est quelque chose qui est peut-être rare, mais évidemment que c'est rare. Il y a 36 000 communes en France et 577 députés. On a en plus, parmi ceux qui siègent aujourd'hui à l'Assemblée nationale, on doit avoir entre 100 et 150 députés qui ont été maires auparavant. Donc ça fait évidemment partie de ces exceptions. Et Madame le maire l'a dit, ça permet chacun à sa place. Moi je ne signe absolument rien. Je ne force jamais Madame le maire à prendre une quelconque décision. C'est toujours des décisions collectives prises soit en réunion de cabinet, soit en réunion d'adjoint, soit en réunion du conseil municipal, soit directement par Madame le maire qui, je vous avoue, ne fait pas du tout relire quoi que ce soit. Je vous rassure là-dessus. Mais c'est un choix. Et le choix qui a été fait, d'ailleurs, il n'y a aucune confusion. Je pense que personne ici estime que Madame le maire n'est pas maire ou que je suis le maire. Tout le monde sait que Madame le maire est maire. Et personne n'ira dire le contraire. Et il n'y a pas de confusion possible puisque nous n'avons pris personne en traître. Il y aurait une confusion possible si nous avions fait jeu égal, pour reprendre votre méthode avec vous, en mettant une seule tête, une seule figure sur l'affiche, et que par exemple, si j'avais été tête de liste et je n'avais pas été maire, là on aurait pris les habitants en traite. Si Madame le maire était tête de liste et que j'avais ce rôle qui est noté, et que je ne dément pas, que personne ne dément ici au sein du conseil municipal, et en tout cas vu dans le rapport de la Chambre des comptes, là ça aurait été prendre également les gens en traite. Mais la réalité, c'est qu'on a été très clair. On a été parfaitement clair depuis le début, pas depuis les élections 2020, depuis les élections 2017, les élections internes au conseil municipal, pour que vous, les conseillers municipaux, ajoutés comme opposition, adjoints, conseillers délégués, conseillers municipaux, désignez Madame le maire en tant que Madame le maire. Donc, il n'y a aucune confusion possible. Je comprends la taquinerie, voilà, sachez en tout cas que je pense que si vous avez lu également le fond du rapport de la Chambre des comptes, vous avez dû probablement noter qu'il est souligné une accélération des subventions accordées à la ville de Marcq. Quasiment plus 100% par rapport aux périodes précédemment examinées. Permettez-moi de penser, peut-être que je me trompe, mais que le fait qu'il y ait au sein de la majorité municipale des élus, que ce soit des élus régionaux, avec nos 2 conseillers régionaux ou un député qui peut appuyer des demandes de subventions, ça aide. Permet à la commune de pouvoir bénéficier de plus de subventions et donc de pouvoir, évidemment, à côté, continuer à investir massivement pour les habitants, à ouvrir des nouveaux services publics. On en a parlé dans l'introduction grâce à Madame le maire sur la maison France Service qui a ouvert et qui a 9 services publics de proximité nouveaux sur la commune. Et voilà, concrètement, à quoi ça sert? Et je pense qu'aujourd'hui, pardon, mais je suis le meilleur employé de la ville de Marcq, à la limite. Je coûte 0 €. Je vous rappelle quand même que tout ce que je fais, c'est bénévole, mais parce que c'est ma passion. Et comme pour chacun d'entre nous, on est passionné par ce qu'on fait. Alors, quel que soit notre poste, conseiller municipal, majorité opposition, adjoint, conseiller municipal délégué, maire, on est passionné et on se lève le matin en disant qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la vie des habitants de la commune. Et c'est ça qui est bien. Et je terminerai par là, je permets quand même de souligner que j'ai fait un choix qui n'était pas non plus un choix qui était le choix personnel. J'aurais pu faire comme beaucoup l'ont fait, en situation de cumul, qui était maire, conseiller départemental ou régional, et qui sont devenus députés ou sénateurs ou parlementaires européens. Et qui, pour 95% d'entre eux, ont préféré garder le mandat de conseiller régional ou de conseiller départemental, parce qu'on peut avoir que 2 mandats, qui lui était indemnisé, et en abandonnant le mandat de conseiller municipal qui lui ne l'est pas. C'est pas le choix que j'ai fait. J'étais conseiller départemental, maire, j'ai décidé d'abandonner le mandat de conseiller départemental qui lui était indemnisé pour rester auprès de la population de la ville, parce que c'est ma passion, parce que il n'est pas un jour où, quand je suis à l'Assemblée nationale, je ne pense pas aux habitants de la circonscription et en particulier aux habitants de la ville de Marcq.
Et concrètement, moi je pense que c'est un plus pour la commune, pour la circonscription de façon générale, d'avoir un député qui est capable de pouvoir savoir ce que c'est l'administration d'une commune. Un exemple très concret, vous parliez de l'assainissement tout à l'heure. Dans la précédente législature, il y a eu 6 lois sur l'eau. Pourquoi? Parce que la majorité avait des élus qui n'étaient pas des élus territoriaux. C'était des élus qui ne savaient pas comment gérer un syndicat des eaux, qui pensaient que les syndicats des eaux, en particulier ruraux, madame la vice-présidente du CIRA, étaient des syndicats qui étaient en gros une cohorte de trucs d'élus, un sympathique syndicat d'élus qui était là pour prendre 150 € d'indemnité en plus. Bon, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et à tel point qu'ils ont voulu décréter que les eaux devaient faire par bassin versant. Non pas par bassin versant, pardon, mais par limite d'agglomération, ce qui n'a aucun sens. Nous, selon les bassins versants, on est tributaire de Andre, on n'est pas tributaire de Calais ou Saint-Net. Et donc, vous voyez, ça sert aussi à ça d'avoir un élu qui est capable, local qui est capable de dire concrètement à quoi ça sert et où sont les erreurs. Et à telle enseigne que, par exemple, là, on a eu un débat en conseil communautaire, je terminerai par là parce que j'étais beaucoup trop long, j'ai beaucoup divergé sur ce que je devais dire, mais on m'a donné la parole. Rien, je vais susciter. Vous devriez faire comme Madame la Présidente Sarkozy, couper la parole. Et ça va aussi servir le fait de pouvoir être dans une collectivité, comme ici la municipalité, est-ce que comment va arriver l'augmentation du point d'indice des fonctionnaires? C'est une très bonne nouvelle pour les fonctionnaires, une moins bonne nouvelle pour les finances de la collectivité, monsieur le Premier Adjoint en charge des finances, il y a une compensation. Parce qu'on ne peut pas décider à Paris d'augmenter d'un coup les salaires, c'est très bien pour les agents, tant mieux, mais sans donner plus d'argent aux collectivités, alors qu'on a supprimé les possibilités pour les collectivités de lever l'impôt, en particulier sur la taxe d'habitation. Donc il y a un équilibre à trouver, c'est aussi à ça que ça sert d'avoir un... Voilà, j'en ai terminé, mais je vous remercie du trait d'humour et de la question. C'est sûr, monsieur Dumont, c'est fini? Ah mais on lance pas, hein. Alors, on passe tout de suite au vote pour être sûr. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Alors, avant de poursuivre l'ordre du jour, je vais me permettre de redonner la parole à Mme Dumont qui a eu la réponse à votre question. Merci. Donc, puisque M. Bouchel s'emploie à rendre ce conseil dynamique par des questions tout à fait pertinentes, je me sens un petit peu dans l'obligation de repréciser la réponse que je vous ai faite tout à l'heure concernant les amortissements sur l'assainissement. Donc, auparavant, lors de la précédente mandature, c'est-à-dire avant que Mme Bouchard ne prenne la présidence de Grand Calais-Terre-et-Mer, les amortissements n'étaient pas effectués. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un très très gros rattrapage à faire, que l'on fait donc progressivement. Et en revanche, les nouveaux investissements qui sont réalisés depuis cette nouvelle mandature sont, eux, réintégrés au fur et à mesure que les travaux sont effectués. C'est une bonne chose. Voilà, monsieur Bouchel. Merci. C'est parfait. Allons-y. Nous pouvons donc continuer avec le 2.1, ressources humaines. Le Centre communal d'action sociale est un service administratif qui anime une action générale de prévention du développement social. Ainsi, le CCAS de Marc propose un ensemble de prestations pour remédier aux situations de précarité ou de difficultés sociales et mène des actions en faveur des personnes âgées, comme la distribution du colis de Noël ou l'organisation de repas annuels. Le CCAS gère également une résidence autonomie, le foyer des personnes âgées de Marc et diverses bourses, notamment l'accession à la propriété, la mobilité internationale et la bourse au permis de conduire. Afin que ces actions répondent au mieux aux attentes des Marcoises et des Marcois, un comité social territorial a été créé. Il s'agit ici aujourd'hui d'en déterminer les membres. Madame Dumont. Les articles L251.5 à L251.10 du Code général de la fonction publique prévoient qu'un comité social territorial est créé dans chaque collectivité ou établissement employant au moins 50 agents, ainsi qu'auprès de chaque centre de gestion pour les collectivités et les établissements affiliés employant, eux, moins de 50 agents. Par délibération en date du 23 mai 2022, le conseil municipal a décidé de créer un CST au sein de la commune, lequel le comité social territorial est composé de 5 représentants titulaires du personnel et de 5 représentants titulaires de la collectivité. Il a par ailleurs été décidé au cours de cette délibération
de maintenir le recueil de l'avis des représentants de la collectivité. Il peut être décidé par délibération concordante des organes délibérants d'une collectivité territoriale et d'un établissement public rattaché à cette collectivité de créer un comité social territorial commun compétent à l'égard des agents de la collectivité et de l'établissement, à condition que l'effectif global concerné soit au moins égal à 50 agents. Considérant l'intérêt de disposer d'un comité social territorial commun compétent pour l'ensemble des agents de la commune et du CCAS, sachant que les organisations syndicales ont donné un avis favorable à la présente proposition, considérant que l'effectif constaté au 1er janvier 2022 est bien compris entre 50 et 200 agents, Madame le maire propose d'autoriser la création d'un comité social territorial local commun à la commune et au CCAS et de fixer le nombre de représentants du personnel titulaire et de représentants de la collectivité titulaire à 5, ainsi que d'autoriser le recueil de l'avis des représentants de la collectivité. Merci Madame Dumont. Je vous ferme le micro. Y a-t-il des questions? Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Nous passons au 3.1, les finances. Je rappelle que les décisions modificatives sont destinées à procéder en cours d'année à des ajustements comptables. Elles peuvent être adoptées à tout moment après le vote du budget primitif. Elles permettent soit d'intégrer des recettes ou des dépenses, soit de modifier des crédits ouverts initialement au budget primitif. Monsieur Lefebvre, je vous laisse présenter la délibération. Oui, merci Madame la maire. Donc effectivement, la décision modificative qui vous est présentée ce soir porte sur l'ajustement des crédits de la section d'investissement à hauteur de 197. Vous m'entendez ? À hauteur de 197 712. C'est vrai. Vous aussi qui me faire des blagues. C'est aujourd'hui la journée, on fait ce qu'on peut, on s'amuse. C'est les vacances bientôt. Allez, alors en recette d'investissement, il s'agit de modifier l'imputation de la subvention allouée à la préfecture de la région des Hauts-de-France pour le projet de mise en place d'un logiciel de réservation de salles, l'article 1311 et 1312. Vous avez l'ensemble des chiffres dans la délibération. Mais également de l'inscription de nouvelles subventions donc pour l'achat de 5 gilets pare-balles pour la police municipale, article 1311, la création d'un skatepark, article 1341, et des travaux de sécurisation de la rue des Sapins, l'article 1347. En dépenses, il s'agit de l'inscription ou de l'ajustement de crédit de l'opération 9002 pour les projets suivants. Le premier, l'installation d'un monument plaquette pour dispersion des cendres et crédit complémentaire pour l'installation d'un nouveau columbarium au cimetière de Marx Centre, l'article 21316, mais également l'achat d'équipements, notamment des capteurs CO2 pour nos écoles, l'installation de 2 conteneurs destinés aux associations pétanque et football, l'article 2188, la création d'un skatepark, l'article 2312, la création d'une voirie rampe Paul Wendemark, l'article 2315. Enfin, il s'agit également d'inscrire des crédits pour le versement d'un prêt à l'association à la Smart Football, on va en discuter après, l'article 274. Et enfin, l'ajustement des crédits en dépenses imprévues, l'article 020. Merci Monsieur Lefebvre. Y a-t-il des questions? Personne. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Nous passons au 3.2 avec l'association AS Smart Football qui a fait l'objet d'un contrôle URSSAF qui a donné lieu donc forcément à un redressement d'un montant de 70 105,06 €. Malgré une procédure devant un cour d'appel d'Amiens en 2021, ce redressement a été confirmé et l'association se doit de rembourser la somme entière d'un seul coup. Face à cette charge financière trop importante pour ses finances, l'association a ainsi sollicité la commune pour obtenir un prêt d'un montant de 70 000 € à titre gracieux, donc sans intérêt, afin d'honorer sa dette. Il a été convenu avec le président que cette somme serait remboursée sur 10 ans à hauteur de 7 000 € par an.
que nous prendrions chaque année sur leurs subventions. Bien entendu, nous sommes renseignés au niveau du Trésor public de façon à faire tout dans les règles. Madame Boucher, je vous laisse présenter la délibération. Merci Madame le maire. Effectivement, comme l'a expliqué Madame le maire, cette somme représente une charge financière lourde et à ce titre, nous avons décidé de leur venir en aide. Afin de garantir les remboursements, les annuités seront directement récupérées sur le montant de la subvention annuelle qui s'élève en 2022 à 71 000 €. Considérons que l'association AS Marc Football est un club de football amateur qui a pour objet la pratique et l'enseignement du football à destination du plus grand nombre ainsi que l'organisation de compétitions. Considérant qu'aucune disposition particulière ne régit les prêts et avances aux associations qui sont par conséquent légales, dès lors qu'elles ne contreviennent pas aux deux principes généraux, l'obligation de dépôt des fonds libres au Trésor et à la loi bancaire. Madame le maire vous propose d'autoriser le prêt de 70 000 € à l'association AS Marc Football dans les conditions précisées ci-dessus et de l'autoriser à signer la convention de prêt ainsi que tout document à intervenir. Merci Madame Boucher. Y a-t-il des interventions? Des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Nous passons au 3.3 avec les finances. Notre saison culturelle est publiée relativement en avance dans nos divers supports de communication, les réseaux sociaux, guides de l'été, les panneaux d'information, afin de vous laisser un petit peu de temps de vous organiser lorsqu'un événement vous plaît. Cependant, un imprévu est vite arrivé et la météo n'y est pas forcément anodine, comme en avril dernier, où notre brocante a dû être annulée. Elle a été annulée. Il me paraît donc logique qu'un remboursement puisse alors être fait. Monsieur Masson va nous présenter cette délibération. Merci Madame le maire. Je vous rappelle que les conditions générales de vente s'appliquant à la billetterie municipale ont été fixées par la délibération 2020-12-16 en date du 11 décembre 2020. L'article 8 des conditions générales de vente fixe les conditions de remboursement et d'échange des billets. Mais, dans le cas d'un remboursement à l'usager, il y a lieu de prendre une délibération. Madame le maire vous demande donc de l'autoriser à rembourser tous les clients le souhaitant dès lors que la commune a décidé de reporter ou d'annuler une prestation et selon les conditions générales de vente. Un certificat administratif sera joint au mandat précisant le motif du report ou de l'annulation de la prestation accompagnée de pièces justificatives nécessaires au remboursement. Exemple, un RIB de l'usager, l'autorisation individuelle d'exercer une activité de revendeur d'objets mobiliers lors d'une brocante. Merci Monsieur Masson. Y a-t-il des interventions? Des votes contre? Des abstentions? Adoptées à l'unanimité. 3.4. Monsieur Guillaume, vous avez la parole pour présenter la délibération qui porte sur les subventions de l'année 2022 pour les écoles primaires du Moulin et de l'aéroport. Merci Madame le maire. Lors de la séance du 28 mars 2022, les subventions 2022 allouées aux associations et aux écoles de marque ont été fixées. Mais compte tenu de la fusion des écoles maternelles et primaires aéroport et maternelles primaires des hautes communes, ainsi qu'à l'évolution à la hausse comme à la baisse des effectifs scolaires, il est nécessaire donc de rectifier les montants de subventions 2022 pour les écoles de marque tels que décrits dans le projet de délibération. Madame le maire vous demande donc de bien vouloir accepter les modifications proposées. Il s'agit juste de prendre acte qu'il y avait une fusion entre les écoles. Monsieur Bouchel. Oui, dans le deuxième tableau, donc le bon tableau, j'ai remarqué qu'il n'y avait plus la subvention USEP pour l'école des hautes communes. Est-ce que c'est une erreur de votre part ou bien ils ne sont plus affiliés à l'USEP, cette école? Ça fait quand même 467 € en moins pour l'école. L'USEP n'est plus pas pour les hautes communes, hein, je dis. Madame Failly, en fait, l'école n'a pas eu le temps de faire son adhésion. N'a pas eu le temps de renouveler son adhésion. Ah, d'accord. L'école n'a pas eu le temps de refaire son affiliation. D'accord, c'est logique. Ce n'est pas nous qui avons décidé de tout annuler. Monsieur Guillaume. Je gagne. Si je peux juste me permettre d'ajouter quelque chose, on avait vu avec les écoles pour qu'il y ait bien un compte coopératif scolaire et un compte USEP. Compte coopératif scolaire pour tout ce qui relève des projets pédagogiques pour les élèves et compte USEP pour tout ce qui relève du sport. Voilà. Et compte tenu de la fusion, forcément, il y a beaucoup moins d'associations
Il fallait aussi laisser le temps aux écoles de créer leur nouvelle association avec la fusion. Bien, avons-nous répondu à votre question? Il y a quand même une différence importante au niveau de la subvention. Hein. 2448 € et c'était au départ 2922 €. Donc il y a quand même 405, pas mal 500 €. Mais ça s'explique par l'USEP, hein, pour notre commune, surtout. Gardez votre micro. Et il y a ça, mais il y a aussi la baisse des effectifs. Ouais. Puisqu'on remet 1,70 € par élève pour l'USEP et 1,30 € pour la coopérative, donc vous multipliez par le nombre d'élèves, ça diminue forcément parce qu'on a des baisses d'effectifs dans nos écoles. Bien, allons-y, passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. 3.5. Notre tissu associatif local est riche de plus de 50 associations au centre d'intérêt multiples et variés où chacun peut s'inscrire et s'épanouir dans l'activité de son choix. Elles sont particulièrement actives et je les en remercie. J'ai également une pensée pour tous ces bénévoles qui permettent à notre ville de rayonner au-delà de ses frontières, notamment avec d'excellents résultats sportifs. Madame Mouchet. Merci Madame le maire. Je vous rappelle que la commune peut, en complément de la subvention de fonctionnement, allouer chaque année aux associations, apporter son soutien sur des actions spécifiques en leur versant une subvention exceptionnelle. En mars dernier, nous avions attribué une subvention exceptionnelle à 2 associations, les Islandais Charavois Club et le FJEP du Fort-Vert. Ce soir, il s'agit d'apporter notre soutien à l'association Ping Pong Club Marc pour la participation de licenciés au championnat de France UFOLEB 2022 et au final national par classement 2022. Après étude de leur demande, en date du 9 et 23 mai 2022, l'OMS a remis un avis favorable lors de leur réunion du 17 juin 2022. Madame le maire propose donc d'attribuer 2 subventions exceptionnelles pour un montant de 750 € à l'association Ping Pong Club Marc, selon les modalités définies dans le projet de délibération. Merci Madame Mouchet. Des remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Nous passons au point 4, environnement. Aujourd'hui, sur la commune, 3 bornes électriques sont installées à l'aire de covoiturage, sur la place de l'Europe et la rue Pasteur. Elles sont en accès libre et gratuite. Face à une demande grandissante, nous projetons également d'en installer 2 autres prochainement sur le secteur des Triades en 2022. Afin de vous offrir plus de services, au travers de la région de Hauts-de-France, on a quand même la chance d'avoir 2 conseillers régionaux parmi nous, j'ai décidé de faire inscrire nos bornes déjà installées et les futures dans nos réseaux passe-passe électriques de la région. Avec un abonnement passe-passe électrique, vous aurez accès à un réseau de plus de 400 bornes de recharge à un tarif préférentiel. De plus, grâce à des accords d'itinérance, vous avez également accès à plus de 10 000 bornes de recharge partout en France, dont les bornes publiques installées dans les départements de l'Oise, de l'Aisne et de la Somme. Enfin, le badge passe-passe vous donne accès à l'ensemble de l'offre de mobilité des Hauts-de-France, les transports collectifs, le covoiturage, l'autopartage, le vélo en libre-service, etc. Monsieur Takoun va vous donner quelques explications. Oui, merci Madame le maire. Alors ces bornes représentent une charge financière de plus en plus importante pour la commune, tant en termes de consommation électrique qu'en termes de maintenance. La région de France a impulsé la mise en place d'un service de charge sur voie publique pour les véhicules électriques. C'est dénommé, on vient de vous le dire, passe-passe électrique, alors fonctionnant avec la carte passe-passe. Les territoires, métropoles, agglomérations, communautés de communes, communes, sont maîtres d'ouvrage des bornes et la région assure jusqu'à présent la coordination du projet et le portage des marchés au travers d'une centrale d'achat pour le compte des territoires. La centrale d'achat pour la mobilité électrique a été créée le 16 février 2015 et elle a passé 2 marchés. Un marché de fourniture, maintenance et installation des bornes et un marché d'exploitation des bornes. Ces 2 marchés ont fait l'objet d'un renouvellement avec des nouveaux marchés débutés le 1er janvier 2020 pour une durée de 2 ans renouvelable 2 fois. Seuls les membres de la centrale d'achat, au moment de leur publication, peuvent bénéficier de ces marchés. Afin de poursuivre la gestion collective du projet de déploiement et d'exploitation des bornes de recharge et d'assurer la cohérence territoriale du service,
Le marché d'exploitation prévoit qu'une collectivité ou une entreprise privée puisse intégrer le service passe-passe électrique sous la double réserve. 1. De conventionner avec la région et 2. De contractualiser avec un ou plusieurs opérateurs pour l'exploitation commerciale des bornes dans le respect des règles applicables en matière d'achat public ou privé, selon le cas évidemment. Le partenaire est libre de contractualiser avec le ou les opérateurs de son choix. C'est pourquoi Madame le maire souhaite une intégration de la commune au réseau passe-passe électrique déployé par la région Hauts-de-France, réseau qui permet un fonctionnement des bornes via un système d'abonnement pour l'usager et vous demande de l'autoriser à signer tout document à intervenir. Merci. Merci, M. Takoun. Y a-t-il des interventions? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Nous passons au 5.1 avec la mise à jour du règlement de restauration des garderies périscolaires. M. Guillaume. Merci, Madame le maire. Madame le maire vous rappelle qu'un règlement intérieur des garderies périscolaires et restauration scolaire a été mis en place le 27 août 2018. Ces derniers doivent être mis à jour, et plus particulièrement paragraphe discipline et sanctions. En effet, une décision d'exclusion doit, en application de l'article 24 de la loi numéro 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens, résulter d'une procédure contradictoire qui garantit le respect des droits de la défense, dans le cadre de laquelle l'intéressé doit avoir été mis à même de présenter ses observations. En application de ce principe, avant de prononcer l'exclusion, la commune doit recueillir les observations des parents sur les faits et agissements qui sont reprochés à leur enfant. Madame le maire vous propose donc d'approuver, d'autoriser à signer les règlements des garderies périscolaires et restauration scolaire modifiées. Merci, M. Guillaume. Y a-t-il des remarques? Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Bien. Il s'agit maintenant des petites communications diverses. Nous commençons par le CCS. Madame Lien. Merci Madame le maire. Donc le mercredi 22 juin a eu lieu le traditionnel repas de la Ducasse des aînés au complexe Hubert Seban de 12h à 19h. Celui-ci a rassemblé 123 convives. L'animation a été réalisée par le duo Ibiza. La restauration a été assurée par le traiteur David Miquel, DM Traiteur. Une date à retenir, le mercredi 14 septembre prochain se déroulera le traditionnel repas de la rentrée des aînés au complexe Hubert Seban de midi à 19h. Celui-ci est offert par la municipalité aux Marquois âgés de 65 ans et plus. En raison de la crise sanitaire, le repas est susceptible d'être annulé ou la date dédoublée. Merci. Nous espérons quand même pouvoir assurer le repas. Mais c'est vrai qu'avec la crise sanitaire qui reprend, on se pose des questions pour septembre. S'il est nécessaire, on proposera peut-être 2 repas ou on l'annulera complètement. Mais soyons positifs, tout va bien se passer. On verra en septembre. C'est tout pour le CCS. Nous passons donc à la jeunesse. Monsieur Guillaume. Alors les événements passés, les kermesses scolaires ont fait leur réapparition suite à 2 années marquées par le Covid, pour le plus grand plaisir des parents et des enfants, des enseignants et des associations de parents d'élèves également. Les distributions des fournitures scolaires et des attestations de fin de scolarité de cycle élémentaire ont été remises aux 146 CM2 qui partent au collège. La boum gratuite des jeunes organisée par le conseil municipal des jeunes avec plus de 150 jeunes du CM2 à la 3e s'est tenue dans une ambiance de folie le mardi 5 juillet au complexe Hubert Seban. Je remercie par ailleurs la radio Mixflore pour l'animation et les animateurs du centre de loisirs pour être venus bénévolement. Les événements à venir, les accueils de loisirs se dérouleront du 11 juillet au 26 août avec des pics de 300 inscrits par semaine, par mois. Les spectacles de fin de session se dérouleront le mercredi 27 juillet, le jeudi 18 août de 17h15 à 18h30 au complexe Hubert Seban. Et puis dès le retour des vacances, le dimanche 4 septembre, se tiendra le traditionnel forum des associations, lors duquel le CMJ tiendra un stand, bien évidemment, pour le renouvellement du groupe, puisque les élections sont prévues courant septembre-octobre. Voilà, ça fait déjà 2 ans. 2 ans de Covid, forcément. Ça passe vite, hein? Allez, on termine avec les travaux, Monsieur Martin. Merci Madame le maire. Donc le quartier des Hautes Communes, les travaux de cette seconde phase touchent à leur fin. Nous, après avoir été profilés, feront l'objet d'un préverdissement. L'enrobé de la chaussée sera quant à lui mis en œuvre aux alentours du 15 juillet.
Afin de terminer ce quartier, il restera en 2023 à aménager la place et la rue de Picardie. Rue Flaubert, l'appel d'offres doit être lancé dans le courant du mois de juillet pour la réalisation de la chaussée en enrobé. Voirie rurale, le diagnostic technique amiante et HAP hydrocarbures aromatiques polycycliques des voiries rurales a été effectué le 22 mai dernier. Dès l'obtention du rapport de marché de réfection de voirie sera lancé, les travaux pourront démarrer lorsque les récoltes seront achevées. Podium Contact FM, c'est l'ensemble du personnel des services techniques qui s'est rendu disponible afin que cette manifestation, comme vous avez pu le constater, soit une réussite pour la municipalité. Manifestation depuis le concert Contact FM, les manifestations se succèdent et là aussi l'ensemble du personnel communal œuvre afin que tous les événements municipaux et associatifs organisés sur la commune puissent se dérouler dans les meilleures conditions. Et je peux me permettre, au nom du conseil municipal, de remercier tout le travail qui est effectué par le service technique. Je vous remercie. Monsieur Martin, merci, mais il n'y a pas que les services techniques. Moi, je remercie l'ensemble. Chacun se parle. Moi, je remercie l'ensemble des agents pour le travail formidable qu'ils accomplissent quand même au quotidien au service des marquants. Donc, un grand merci à eux. Sans eux, rien ne serait possible. Le conseil municipal s'achève sous la chaleur. On a besoin d'un peu de vacances, je pense, chacun. Le prochain conseil municipal aura lieu à la rentrée, je suppose, Monsieur Paulet. Monsieur Paulet, je vous remercie pour cet excellent rapport de la CRC. C'est quand même un peu grâce à vous si tout est opérationnel. Merci à tous d'avoir participé à ce conseil municipal. Merci aux journalistes pour leur présence à chaque conseil. Je remercie également l'ensemble des élus ici présents pour leur aide tout au long de l'année. Ils sont toujours sérieux, investis et ils donnent à chaque fois le meilleur d'eux-mêmes. Donc merci à vous. Je sais que le travail des élus et des agents, ils y mettent vraiment toute leur énergie pour accomplir les nombreux projets que nous mettons en place. Donc un grand bravo à vous. Je vous souhaite à tous de très très bonnes vacances. Reposez-vous bien. À très bientôt. Merci.